Bonsoir à tous. À la une de ce journal, rien n'a bougé sur les lignes de la coopération monétaire entre la France et les 6 pays de la CEMAC, 2 ans après avoir annoncé leur volonté de réviser les conditions et le cadre d'une nouvelle coopération monétaire. Des chefs d'État confrontés aux crises sécuritaires, sanitaires et économiques réaffirment leur engagement à la stabilité extérieure du franc CFA. Ils se sont également prononcés en faveur d'une transformation structurelle pour industrialiser la zone CEMAC et donner la priorité à la bonne gouvernance et la bonne gestion des finances publiques. Vous suivrez dans ce journal une attitude du président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC et l'intégralité des résolutions prises au terme de ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC. Quelques jours après l'affrontement intercommunautaire meurtrier survenu à l'extrême nord du Cameroun, la localité de Kousséri et ses environs se vident de ses populations redoutant des représailles. Après ce drame, c'est la colère, l'incompréhension et des questions qui fusent. Les autorités auraient-elles pu éviter un tel drame? Comment en est-on arrivé là dans l'une des régions les plus pauvres du Cameroun? Une série de grands reportages vous donne les clés pour comprendre ce drame qui se noue dans le Septentrion. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est une vingtaine de résolutions prises au terme du sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Le sommet s'est tenu en visioconférence. En ouverture et en clôture, le président en exercice de la conférence des chefs d'État, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, s'est prononcé sur la crise qui sévit dans la sous-région de l'Afrique centrale, crise sécuritaire, économique et sanitaire, ayant provoqué un déséquilibre macroéconomique et financier. Il a salué l'intervention de ses pairs et l'ensemble des résolutions prises au terme de ce sommet extraordinaire. Je vous invite à suivre une attitude de Paul Biya lors de ce sommet qui s'est déroulé en visioconférence et à huis clos. Comme nous le savons tous, le contexte mondial actuel est inédit. Nos économies sont certes profondément affectées, mais elles résistent tout de même. Ce résultat découle en grande partie de la mise en œuvre des mesures préconisées par le PREF CEMAC, ainsi que de nos plans de riposte contre la pandémie du Covid. Il convient tout de même d'engager de nouvelles mesures structurelles dans le cadre des programmes de réforme de seconde génération. Mais avant toute autre chose, je voudrais réaffirmer l'attachement indéfectible de notre communauté et de nos peuples aux idéaux de paix, de stabilité et de sécurité. Nos efforts relatifs vont se poursuivre en s'intensifiant afin de garantir de meilleures conditions pour un développement durable de nos pays en quête de prospérité. Pour notre relance économique, nous allons miser sur une croissance forte, durable et inclusive, en mettant au centre de nos préoccupations le bien-être de nos concitoyens. Ce qui passe par leur meilleur accès aux services sociaux de base, notamment à ceux de santé, d'éducation, de protection sociale des plus vulnérables, etc. C'est dans ce sens que nous avons salué les initiatives de nos partenaires au développement
En l'occurrence, la récente décision du FMI au sujet des droits de tirage spéciaux dont j'ai parlé dans mon propos d'ouverture. S'agissant de nos finances publiques, les actions de consolidation devraient tirer le meilleur profit des opportunités qu'offre la transformation digitale. Morceau choisi de l'intervention du chef de l'État du Cameroun, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, Paul Biya. Vous l'avez suivi, les chefs d'État ont pris l'engagement de mettre en œuvre les politiques et réformes prioritaires pour opérer une réelle transformation structurelle, aboutissant à une industrialisation des économies et afin de créer de réelles conditions d'une croissance tirée par le secteur privé. Les questions de bonne gouvernance, d'apurement des arrêts de paiement ont été abordées. Et l'une des questions sur laquelle les chefs d'État étaient attendus, c'est celle de la coopération monétaire. En 2019, ils avaient pris l'engagement de mener une réflexion approfondie sur le cadre et les conditions d'une nouvelle coopération monétaire. 2 ans plus tard, rien n'a changé. Les chefs d'État réaffirment leur engagement au renforcement de la politique monétaire, à la stabilité extérieure. Ils disent qu'ils sont favorables à une politique monétaire prudente et efficace. Ils ont réitéré à la commission de la CEMAC et à la BEAC leur orientation relativement à la réflexion sur les conditions de révision de la coopération monétaire. Je vous invite à suivre le ministre camerounais de l'économie, Alamine Ousmane Mey, revient sur quelques résolutions prises au terme de ce sommet extraordinaire de la CEMAC. Au terme des échanges riches et fructueux, les chefs d'État ont 1. Félicité le président dédié du CEMAC pour les progrès enregistrés jusqu'en 2019 dans la mise en œuvre du dit programme qui a donné des résultats positifs sur le redressement global des économies de la CEMAC. 2. Relever avec satisfaction la consolidation progressive du niveau des réserves de change communautaires à plus de 3 mois d'importation, renforçant ainsi la stabilité extérieure et évitant un ajustement monétaire. 3. Noter que les pays de la CEMAC ont enregistré du fait de la pandémie et ses conséquences une récession en 2020 et une détérioration de leurs équilibres macroéconomiques et financiers. Bien que les perspectives macroéconomiques en 2021 soient globalement favorables, de nombreux défis et incertitudes persistent. 4. Saluer les mesures exceptionnelles de riposte prises par les États et les institutions communautaires, notamment la Commission de la CEMAC, la BEAC, la COBAC, la BEAC et l'OCEAC pour limiter les effets négatifs sur les économies de la CEMAC liés à la propagation rapide de la COVID-19 et à la forte volatilité des cours du pétrole. 5. Affirmer leur détermination à accélérer les campagnes de vaccination pour protéger les populations, sauver des vies et favoriser une réouverture maîtrisée des économies de la sous-région en tirant profit des initiatives bilatérales et multilatérales et solliciter le soutien et la solidarité de la communauté internationale en faveur d'un accès large et équitable aux vaccins et à la promotion d'une véritable industrie pharmaceutique dans la sous-région. 6. Exhorter les États et les institutions communautaires, notamment la BEAC et la COBAC, à envisager une levée prudente et progressive des mesures exceptionnelles de soutien aux économies pour tenir compte de la persistance de la crise sanitaire dans la CEMAC et ses effets sur les économies. Réaffirmer leur engagement au renforcement de la stabilité extérieure de la monnaie, notamment par la poursuite d'une politique monétaire prudente et efficace et l'application judicieuse de la réglementation d'échange à tous les secteurs d'activité. À cet égard, ils ont encouragé la BEAC à poursuivre toutes les actions entreprises ou envisagées dans ce domaine. Toujours dans ce chapitre consacré à la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, vous le savez, il existe
Intégrateurs, parmi lesquels les 300 km de route qui séparent San Milima de Mbalam à la frontière avec le Congo-Brazzaville, alors que côté camerounais, les travaux de bitumage sont toujours en cours. Chez les voisins congolais, le président Denis Sassou Nguesso avait inauguré l'ouverture de cette route transfrontalière. Il y a quelques heures, le ministre camerounais des Travaux publics, Emmanuel Nganou Messi, s'est rendu à la frontière afin de mettre la pression sur les entreprises et prestataires pour qu'elles terminent les travaux avant la fin de l'année 2021. Compte rendu, Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Il y a quelques mois encore, il fallait s'armer d'une bonne dose de patience et faire preuve de beaucoup de courage pour affronter les 331 km qui séparent San Milima de Mbalam. Avant là, pour arriver seulement à Djoum, ici vraiment il faut 3 jours, 4 jours de marche, tu trouves les camions embourbés partout pour arriver ici. Mais maintenant on voit le développement presque à la fin. Ça la quitte même le matin, avant 13h, tu es arrivé ici vraiment. Aujourd'hui, ce trajet est parcouru en moins de 4 heures grâce à l'achèvement des travaux de la section Mintom-Lélé, longue de 107,5 km, et bientôt ceux de la section Lélé-Tambalam, d'un linéaire de 53 km. À date, les travaux sont exécutés à hauteur de 95% pour une livraison prévue au plus tard en décembre prochain. Les ingénieurs regarderont globalement ce que le travail qui a été fait. Ils vont peut-être détecter certains inconvénients, certains défauts. Ils vont demander donc à l'entreprise de procéder à la réparation de ces défauts. Une fois que l'entreprise les aura faites, on va donc demander au maître d'ouvrage de commettre une commission pour la réception provisoire. Les stations de pesage, on fait les parkings, on fait les stations de comptage routier. C'est essentiellement ces 3 types de travaux d'ouvrage qu'on est en train de faire. D'ores et déjà, le maître d'ouvrage qui a parcouru de bout en bout les 331 km qui séparent le chef-lieu du Djaïlobo de Mbalam se réjouit des avancées notables, non sans relever quelques manquements à corriger par les entreprises qui sont mobilisées sur les 2 lots. Elle est déjà envahie par les herbes. Donc vous avez des opérations de cantonnage à faire. Il faut nettoyer les panneaux de signalisation. Ils sont sales. J'observe d'ailleurs qu'ils sont envahis par la brousse. Je vais vous demander de les remplacer à l'effet de les relever. 3,60 m. J'ai vu que vous avez construit des ralentisseurs de vitesse. Non. J'ai validé un modèle type de ralentisseur de vitesse. Ce ralentisseur que j'ai approuvé est suffisamment souple. Ce que vous avez fait jusqu'à là est très abusé. Donc il faut les remplacer. Les nouvelles sont également bonnes concernant la section Bikoula-Djoum, où l'entreprise avait du mal à appuyer sur l'accélérateur du fait de la non-libération de certaines emprises. Cela relève désormais du passé et les familles de Guerpi bénéficient d'un recasement. Sur place, les nouvelles habitations sortent progressivement des terres. Fin juillet, avec les indemnisations de ces riverains, l'emprise s'est libérée et les sections actuellement en cours de travaux sont celles qui concernent ces sections qui étaient encore occupées. Alors les derniers délais que le ministre des Travaux publics nous a accordés échouent le 31 décembre. Et nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que ces échéances soient tenues. Il nous reste à peu près 3 km de bitume que nous allons faire. Sur ce lot long de 38 km, on en est à un taux d'exécution de plus de 94%. Quant à la section San Milima Mekok Bikoula, d'une longueur de 105 km, le tableau affiche 86% de réalisation. Il est envisagé des travaux en nocturne pour rattraper le retard, afin que ce tronçon soit lui aussi livré avant la fin de l'année. C'est dire que la partie camerounaise de la transnationale San Milima Ouesso au Congo est sur le point de s'achever. Mieux vaut tard que jamais. Les relations de bon voisinage ont-elles servi de façade pour exécuter un plan machiavélique d'assassinat de toute une famille? La question se pose avec acuité à Bonabéry, là où une femme a assisté impuissante au décès brusque de ses 2 enfants ayant consommé un repas de qualité douteuse offert par la voisine. La femme, mère des victimes, a failli elle aussi succomber à de violentes douleurs ayant consommé le même repas. La suspecte a été interpellée. L'enquête est signée Sédik Chouna et Sédik Ding. Les larmes ne cessent de couler du visage chagriné de Viviane. Cette maman n'a plus qu'une seule phrase à la bouche. Mes 2 enfants. Elle a perdu ses 2 filles, Mabel 8 ans et Léa 1 an,
dans des circonstances tout droit sorties d'une fiction à la Nollywood. Les deux fillettes auraient succombé des suites d'un empoisonnement. Freddy, l'oncle des deux jeunes filles, se rappelle de cette soirée du samedi 14 août au quartier Bojongo, durant laquelle il a été témoin impuissant de leur agonie. Nous sommes arrivés à la maison. Moi, je vois la plus petite, elle avait les yeux qui tournaient et elle a gagné un crédit. Amenez-moi le petit, amenez-moi le pain. Demande le remède de bois, ça ne va pas. Un repas offert par leur voisine, propriétaire d'un tourne d'eau près de leur domicile, qui va s'avérer être le dernier pour les deux petites filles qui vont se tordre de douleur après l'avoir consommé. Cette femme vient avec une bol bleue. Elle est venue avec une bol bleue, avec le couscous, avec la sauce folérée. Elle est venue se tenir devant la porte avec l'assiette. Ma fille Ange, elle a tendu la nourriture. Ange a demandé, c'est pour moi. Elle a dit non, c'est pour ta maman. J'ai donc alors, Ange m'a alors donné le plat. À l'instant, j'ai commencé à manger. Subitement, j'ai suivi la voix des deux enfants qui venaient. Ils sont venus me trouver en train de manger. Ils ont commencé à manger. J'ai laissé le reste, ils ont mangé. Va s'en suivre un véritable balai d'hôpitaux en hôpitaux. La mère, elle aussi, finira par ressentir les effets de ce repas suspect. Mais contrairement à elle, ses filles ne s'en remettront pas. Je suis venue trouver Ange au salon avec le bébé sur les pieds. Trouver celle de 8 ans couchée au canapé. Dès qu'elle comprend ma voix, elle dit maman, je ne me sens pas bien. Amène-moi à l'hôpital. Je ne veux pas mourir. Je dis, tu as mangé quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. C'est mal le couscous qu'on a mangé, maman. On a pris la route de Bonasama. Comme moi, je ne savais pas que, étant sur la moto, mes enfants étaient déjà morts. Pourtant, selon Viviane, les relations avec sa voisine étaient au beau fixe. On n'a jamais eu de problème. Non. En aucun des jours. Si la présumée coupable est en exploitation dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Bojongo, pour Mabel et Léa, il n'y aura plus jamais de rentrée de classe. L'extrême nord du Cameroun en proie à de violents conflits intercommunautaires après ces affrontements sanglants entre des pêcheurs mousgoum et des éleveurs arabes Shoa, des populations s'interrogent sur les circonstances de cette tragédie ayant coûté la vie à plusieurs dizaines de Camerounais et entraîné le départ de plusieurs milliers d'autres vers la frontière tchadienne. D'aucuns pointent du doigt le laxisme des autorités administratives qui auraient pu éviter de tels débordements. D'autres sont soupçonnés de connivence avec les principaux protagonistes. Évocation dans ce grand reportage signé Amadou Daïrou et Ulrich Ngonomala. La dernière scène meurtrière s'est déroulée dans le Logon-Birni, une commune du département du Logon-Echari, dans l'extrême nord du Cameroun. Ici, les dégâts collatéraux sont encore visibles. Les pêcheurs de la communauté mousgoum et les éleveurs arabes Shoa se sont violemment affrontés le 14 août dernier. Au moins 15 personnes y ont perdu la vie. Un chiffre qui se greffe à celui des affrontements du 10 août où 12 personnes ont été tuées. Les blessés sont en soins intensifs à l'hôpital régional de Kousséri. Le conflit a également provoqué le déplacement d'environ 10 000 personnes. Ils ont tous trouvé refuge à Undouma, une localité dans la République du Tchad. Le problème a eu lieu à Meshishka, et entre Meshishka et Kesawa. Donc, on s'est levé un bon matin, on a eu les problèmes, les gens sont en train de brûler le gaz et autres. Donc, avec tout ça, nous on a accepté, c'est le destin, donc c'est Dieu qui a voulu comme ça. Donc, sinon, avec cette communauté-là, on est en communion, c'est-à-dire, d'après longtemps, on est ensemble. Donc le problème est arrivé, maintenant tout est détruit. Nos maisons, les richesses, tout, même le bétail est parti comme ça. Et donc maintenant on s'est réfugié au niveau du chef-lieu d'arrondissement. Selon les informations recueillies sur place, la digue installée par les mousgoum pour aménager leur lieu de pêche où les bergers abreuvent leur bétail serait le nœud du problème.
L'incident arrivé entre deux personnes a vite dégénéré en affrontement intercommunautaire. Mais pour le professeur Masra, il s'agit juste de malentendus. Aujourd'hui, il y a eu un malentendu entre certains frères arabes Chouara et des frères Mousgoum sur le terrain. Je dis bien, c'est un malentendu qui a malheureusement dégénéré en conflit social, qui a impliqué d'autres personnes. Et malheureusement, il y a eu des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Mahamat, quant à lui, attribue la responsabilité aux autorités administratives qui n'ont pas voulu accorder une attention sérieuse au problème qui naquit il y a quelques semaines. Il y a cette lenteur administrative qui a joué un grand rôle pour que ce genre de choses puissent se produire. Donc le non prise en considération des plaignants, la lenteur administrative, et puis voire même le raquettement. Pour qu'un chef de terre ou bien une autorité administrative puisse se déplacer quelque part, il exige des sommes exorbitantes à la population pour descendre ces problèmes. Pourtant, s'ils sont là ici, c'est pour tout le monde. Et ils sont payés, je dis bien qu'ils sont payés par le gouvernement, par la République pour essayer d'assumer l'autorité de l'État. Et ils sont le lien entre la population et l'État. Au regard de l'ampleur des dégâts, le gouverneur de la région de l'Extrême Nord est venu s'enquérir de la situation. Sur le terrain, à l'analyse, nous nous sommes rendus compte que c'est un conflit socio-professionnel. Parce qu'il s'agit d'un problème de pêche et d'élevage. Même entre ces communautés-là, il y a des problèmes. Les Arabes sont d'essence éleveurs. Mais entre eux-mêmes, il y a des problèmes de pâturage. On ne pourrait pas donc... Et les Mousgoum sont des pêcheurs. Ces problèmes de trous et autres retenues d'eau se posent également avec acuité entre eux. Donc on ne saurait ramener ces problèmes à un problème communautaire. La tension a pesé. Les belligérants sont revenus au calme. Et en attendant de retrouver leur localité, les réfugiés bénéficient d'un soutien matériel et financier. Quelques jours après ce drame, la ville de Kousséri et ses environs se vident de ses populations. Apeurées, elles redoutent d'éventuelles représailles. Dans les lieux de commerce et espaces marchands, presque tout le monde a fermé boutique. Les quelques commerçants qui sont installés et ont ouvert boutique appellent à un retour à la normale afin que les activités économiques reprennent dans la ville de Kousséri. Reportage Amadou Daïrou et Gladys Sidier. La ville de Kousséri porte encore les stigmates des affrontements entre Arabes Shoa et Mousgoum. Le calme plat qui y règne cache mal la peur dans laquelle les populations sont aujourd'hui plongées. Après les tensions intercommunautaires enregistrées il y a quelques jours, Kousséri tourne au ralenti. Le marché central en est la parfaite illustration, avec ses boutiques fermées et ses comptoirs déserts. Au centre-ville, ça ne circule quasiment pas. Les véhicules sont stationnés. Le problème, il y a la bagarre entre les Arabes et les Mousgoum. Bon, aussi, le pont aussi est fermé. Maintenant, ça fait déjà 4 jours qu'il n'y a pas de marché. On peut de souffrir. Il faut que l'État nous voit comment il faut faire la relation entre Arabes et les Mousgoum doivent être dans la même famille. Parce qu'ils sont de même ethnie. Ils sont les autorités de la ville, de Kousséri même. Une fois la nuit tombée, l'ambiance est un peu plus tendue. Vous me voyez là où je suis, là au Carrefour Total. Je vais quitter de Carrefour Total pour arriver jusqu'à Madagascar. Mais je ne vois aucun clandement. Je vais traverser la route à pied. Donc vraiment, ça me fait mal. Il faut une solution, sinon là, ça ne vaut pas la peine vraiment. Je demande au gouvernement de trouver une solution immédiatement parce qu'il ne faut pas que ça évolue au fur et à mesure pour nous créer encore d'autres problèmes. De notre époque. Donc c'est comme ça, ça arrive. Mais ce qu'on peut dire pour le moment, que l'État tourne un coup d'œil sur nous, pour nous aider. C'est là ça freine les activités d'une ville. C'est vraiment, c'est pas du tout bien. Non, même pour moi, ça me met mal à l'aise. Je suis quitté de loin là-bas, je suis venu ici à pied parce qu'il n'y a pas les motos. Pour parer à toute éventualité, des comités de vigilance ont été formés. À bord des motos, les équipes sillonnent les rues et toute personne en possession d'un sac suspect
est interpellé. La nuit, on assure la sécurité à toute la ville. On est là pour stopper les motos, les voitures, on fuit tout le monde. On prend aussi l'arme blanche, on fuit la voiture qui a peut-être quelque chose qui est un peu mauvais. Cependant, les comités de vigilance restent très limités dans leurs moyens pour un meilleur déploiement sur le terrain. On est nombre de 25 comités de vigilance de quartier Sokoto. Mais maintenant, on manque toujours de matériel. On n'a pas peut-être les véhicules, même si la moto, on n'a rien pour faire la sécurité, donc pour le trottiner dans tous les quartiers, dans toute la ville de Kousséri. Les forces de défense et de sécurité ont aussi été mobilisées dans des points névralgiques de la ville de Kousséri. Le souhait des populations aujourd'hui, c'est que les choses reviennent à la normale. À cause de ces affrontements intercommunautaires, près de 11 000 Camerounais ont trouvé refuge au Tchad voisin, selon le Haut-Commissariat pour les réfugiés. Affaire Malika contre Martin Kamimim et Wilfried Eteki. La demande de mise en liberté provisoire a été rejetée au tribunal. La demande de jonction des différentes procédures n'a pas prospéré. Et durant cette audience, Malika a été appelée à la barre pour raconter les circonstances de sa rencontre avec Martin Kamimim et Wilfried Eteki durant cette journée où la sextape a été tournée, où les affaires de mœurs ont éclaté au grand jour. L'audience ensuite a été suspendue et renvoyée à une nouvelle date pour une nouvelle composition des juges qui doivent se prononcer sur cette affaire. Nous y reviendrons. Évoquons à présent chemin de Cannes, année 1975. Le tonnerre de Yaoundé gronde dans le ciel africain. L'équipe de Ouagadougou remportait la toute première édition de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Pour rayonner ainsi sur le toit du football africain, ils ont battu en finale la Stella Club d'Adjamé de Côte d'Ivoire. Ce sacre intervenait 4 ans après celui du Canon de Yaoundé. Les circonstances de cette gloire du football camerounais sur la scène continentale, c'est dans un nouvel épisode de Chemin de Cannes, un reportage signé Jean-Paul Chouniat. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Si les clubs de Douala règnent sans partage sur le championnat camerounais de 1961 à 1969, les équipes de Yaoundé se taillent la part du lion en trophée remporté en Coupe du Cameroun de 1971 jusqu'en 1978, avec une rotation de titres entre le Canon Pakoum et le Tonnerre Kalara Club. Les deux frères ennemis battent systématiquement tous les clubs des autres régions, à l'instar du Caïman de Douala, tombé 3 fois, en 1971 et 1972 face au Diamant de Yaoundé, puis 1977 devant l'équipe de Nkondongo. Il y a aussi l'Aigle de Nkonsamba, le Racing Club de Bafoussam et l'Union de Douala, tous battus en finale de Coupe du Cameroun en 1975, 1976, 1978, face au club le plus titré du Cameroun, le Canon Sportif de Yaoundé. Vainqueur de la Coupe du Cameroun en 1974, 1-0 sur leurs grands rivaux, les Mekong Mengonda. Les Kalara Boys disputent et remportent en 1975 la première édition de la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. Cette année-là, l'équipe de Ouagadougou démarre la compétition au premier tour, tenant en échec 2 buts partout le Mighty Football Club de Jos, l'équipe du chef-lieu de l'État du Plateau au centre du Nigeria. À la faveur de 2 buts marqués à l'extérieur, le nul vierge à Yaoundé qualifiait le TKC pour les quarts de finale. Croisant Al-Ittihad, le détenteur de la Coupe du Cameroun se débarrasse proprement en aller-retour. 4-0 sur un abandon des Égyptiens, à 3-0 à la 70e minute du match retour. De même que son prochain adversaire Moufoulira Wanderers de Lusaka.
s'est qualifié à la suite d'un forfait de Manyanga FC de Madagascar. À la demi-finale allée à Yaoundé, le Grand Tonnerre arrache son ticket de la finale 1-0 sur son adversaire, avant de signer un nul de 2 buts partout au stade de l'indépendance de la capitale zambienne Lusaka. Et pour le bouquet final, les Kalara Boys croisent la Stella Club d'Adjamé. Grand tombeur 5-0 du club togolais Ifodje d'Atakpame en quart de finale. 4-3 de la Jeanne d'Arc du Sénégal dans le carré d'As. L'allée, le Tonnerre Kalara Club l'emporte sur la plus petite des marques. 1-0 à Abidjan, avant d'achever la partie en beauté. 4-1 devant son public à Yaoundé. Et le chef de l'État Amadou Ahidjo, remettant ici le trophée au capitaine TKC de l'époque, le 14 décembre 1975. Une date restée gravée en lettres d'or dans l'histoire du club de Mvogada. Sur les 16 clubs vainqueurs de Coupe de leur pays engagés dans cette compétition, le Tonnerre remporte ainsi son premier et dernier trophée africain de son palmarès sur la scène continentale. Défendant son titre la saison suivante, le club camerounais échoue en finale le 12 décembre 1976 face au club nigérian de Shooting Stars d'Ibadan. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Plus de 10 000 Camerounais trouvent refuge à Ndouनमा au Tchad du fait du conflit entre Arab Shoa et Mousgoum. Vous avez vu ces images désolantes des dégâts matériels et humains de ces affrontements entre ces différentes communautés qui se disputent un espace vital pour l'élevage, pour le pâturage de leur bétail, mais également pour les pêcheurs. Le gouverneur estime que c'est plutôt un conflit socio-professionnel, voulant écarter la thèse des conflits latents qui existent entre les différentes communautés. Par contre, les populations estiment qu'il y a un laxisme de la part des autorités administratives. Elles auraient pu prévenir de tels débordements. Et jusqu'ici, rien n'est fait pour éviter cet exode des populations vers la frontière tchadienne. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel et qu'il en soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Dans un instant, la suite et qu'il en soit. Retour donc sur le plateau et qu'il en soit deuxième partie, toujours en compagnie de nos invités, Dr Dalvaris Ngoudjou, Joël Franklin Momo, Emmanuel Kougné et Eric Yombi. Eric Yombi, les nouvelles qui nous viennent du département du Logon-Echari, arrondissement de Logon-Birni. Pour le gouverneur, il n'y a pas de conflit intercommunautaire. Il parle plutôt d'un conflit socio-professionnel.